Bonjour à tous. Voilà, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille comme généticienne au Centre de génétique de l'ULB, basée principalement à Erasmus, mais je vais sur plusieurs sites, notamment Delta, 2 fois par mois et bientôt 3 fois par mois. Et donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'était de présenter un peu les bases du mendélium et comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux en clinique. Donc, je vais juste commencer par une brève introduction pour rappeler les bases des bases sur l'ADN, les notions de monogénique, oligogénique, polygénique. Vous parlez de l'évolution des techniques d'analyse génétique, en particulier le NGS. Vous parlez du mendélium en pratique. Quelles sont les étapes? Quelles sont les indications qu'on a maintenant au centre de génétique pour ce test et les pièges dans lesquels ne pas tomber en interprétant un mendélium? Comment prescrire un test génétique en pratique pour que vous puissiez tous le prescrire de votre cabinet de consultation, et juste 2 exemples intéressants de cas cliniques résolus par Mendelium. Donc, comme introduction, comme vous le savez, dans chaque cellule, dans chaque noyau cellulaire, on retrouve une molécule d'ADN. Donc, l'ADN est composé de bases, donc adénine, thymine. Et donc, chaque base est associée à un sucre et à un phosphate, et c'est ce qu'on appelle un nucléotide, donc l'association de bases sucre Sur la table, c'est phosphate. mieux. Et c'est la Le séquence routeur. de ces bases qui va déterminer l'information génétique. Ces 2 brins vont être compactés sous forme de double hélice Tout perdre. grâce à l'intervention de Donc protéines. enlever et Je vais remettre. peut-être couper le Oui, son parce que donc j'entends il faudrait Oui. que tous ceux qui sont branchés veuillent bien couper leur son, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'il y a moyen de le faire d'ici, mais voilà. Donc, cet ADN va être compacté avec les protéines qu'on appelle les histones sous forme de chromosomes pendant la division cellulaire. Et donc, chaque gène contient l'information génétique qui va permettre la création, la formation d'une protéine. Le gène est composé d'introns et d'exons, et c'est via une molécule intermédiaire qu'on appelle l'ARN messager que la séquence d'acides aminés va être formée, et puis, suite à des modifications post-transcriptionnelles, la protéine va être créée. Et donc, il faut bien avoir en tête que l'exome, donc l'ensemble des exons d'un génome, finalement, ça ne correspond qu'à 1 à 2% du génome complet. Donc, le reste, c'est des zones régulatrices, des introns, voilà, des zones non codantes. Et donc, on considère de manière classique que les variants qui sont très rares dans la population générale, mais qui ont un impact clinique élevé, sont les variants qui sont responsables de maladies monogéniques, donc liées à un seul gène, et que les variants qui sont communs dans la population générale, qui ont par contre un effet moins important sur la santé, vont être plutôt responsables, associés aux maladies polygéniques, avec l'intervention aussi de facteurs environnementaux. Et entre les deux, on retrouve un peu le nouveau concept, enfin non pas si nouveau que ça, mais des maladies oligogéniques. Donc juste pour, mon titre n'apparaît pas, mais c'est pas grave, parler brièvement de tout ce qui est pathologie polygénique, on considère que les facteurs polygéniques sont impliqués dans la plupart des maladies communes, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la plupart des cas de cancer du sein, maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc, pour étudier ces facteurs polygéniques, on utilise la technique de GWAS, Genome Wide Association Study. Donc là, on va étudier des larges cohortes de patients et on va comparer la prévalence de ces facteurs polygéniques chez ces patients à des larges populations contrôle. Et les facteurs polygéniques sont aussi impliqués en fait comme facteurs modifiants des maladies rares. Donc là, je vais juste montrer un exemple des cas d'une famille avec une mutation du récepteur LDL, donc un variant d'hypercholestérolémie familiale. Et on voit que le risque de faire un événement coronarien est très, très, très variable, peut aller d'un autre ratio de 1 à 16, en fait, pour ces porteurs de la même anomalie génétique, en fonction du nombre de facteurs polygéniques qu'ils vont avoir en plus. Donc, voilà, le polygénique peut vraiment modifier de manière aussi importante les maladies monogéniques. Donc, les maladies rares, on considère qu'il y a à peu près 30 millions de personnes en Europe qui sont atteintes de maladies rares.
Et on suspecte que la plupart de ces maladies rares ont une origine génétique, mais malgré l'évolution des techniques, l'avènement du NGS, etc., on a encore énormément de difficultés à associer tous ces phénotypes avec une cause génétique. Donc, clairement, il y a une grande partie de ces maladies rares qui sont causées par des variants monogéniques, qui sont des maladies monogéniques. Et donc, dans cette étude assez récente de New England, c'est une étude pilote du projet 100 000 génomes en Angleterre. Ils ont séquencé donc des génomes, ils ont analysé le génome de plus de 2000 patients adultes et enfants atteints de maladies rares, et ils ont obtenu finalement un taux diagnostic avec ce séquençage de génome de 25%, et donc un taux diagnostic que vous voyez ici qui peut être variable en fonction du nombre d'apparentés séquencés. Donc quand on séquence un cas index seulement, on a un taux diagnostic à peu près 15%. Si on arrive à voir le papa, la maman, d'autres personnes atteintes dans la famille, on peut augmenter ce taux diagnostic. Et ce taux, il varie aussi en fonction de l'indication. Donc, pour tout ce qui est surdité, déficience intellectuelle, maladie ophtalmologique, on a quand même des taux diagnostiques qui sont de l'ordre de 40 à 50%. Il y a d'autres indications pour lesquelles on trouve moins de diagnostics. Et donc, finalement, en moyenne, on a un taux diagnostic de 25%. On se demande un peu où sont passées les autres causes, finalement, puisque ces maladies rares, on les soupçonne d'être génétiques pour la plupart. Où sont les causes des 75% maladies restantes? Donc, on appelle ça en anglais la missing heritability. Et donc, une des explications, ça pourrait être les maladies oligogéniques. Donc, en général, ce sont des pathologies aussi rares, liées à des mutations au sein, en fait, d'un petit nombre de gènes. Donc, les gènes sont moins nombreux que ce qu'on voit dans les maladies polygéniques. Et ces gènes interagissent et sont associés à chaque fois à un phénotype particulier. Donc, on observe une histoire familiale positive dans certains cas. Donc, il y a une certaine récurrence familiale qui est plus élevée que ce qu'on aurait lié au hasard seul, mais qui en général n'observe pas une hérédité mendélienne. Donc, on n'a pas des transmissions dominantes ou récessives classiques. Et donc, les exemples, c'est par exemple la surdité liée au digénisme GJB2, GJB6, le Bardet-Biedl, tout ce qui est Kalman. En général, il y a des causes oligogéniques qui sont décrites. On suspecte de plus en plus les communs variables, les immunodéficiences communs variables, d'être une maladie oligogénique aussi. Et donc, finalement, il faut considérer que ces pathologies se forment plus un continuum entre le monogénique, l'oligogénique et le polygénique. Voilà, donc pour vous parler de l'évolution des techniques d'analyse, il y a plusieurs années, on était plus branché sur tout ce qui était tests ciblés. Donc, pour analyser les chromosomes, on faisait des karyotypes standards, donc pour voir la structure des chromosomes, voir s'il y avait des échanges de bras, des morceaux de chromosomes en plus ou en moins. Depuis quelques années, on utilise de plus en plus la CGH, donc qui permet d'avoir vraiment une approche beaucoup plus fine de ces variations de quantité finalement chromosomique. Au niveau du séquençage, il y a plusieurs années, on faisait ce qu'on appelle le séquençage Sanger. Et donc, c'était des tests ciblés en série, puisque on commençait par un gène, puis si on ne trouvait pas de mutation, on passait au gène suivant, etc. Et donc, on posait une question, on avait finalement une réponse avec ces tests ciblés. Voilà, maintenant, depuis l'avènement du NGS, ce sont plutôt des tests en parallèle. Donc, soit on a plusieurs questions, soit on n'a pas de questions précises, et on peut vraiment analyser plusieurs gènes, ce qui nous amène à d'éventuelles réponses, mais c'est vrai que souvent, ça nous amène finalement à d'autres questions, puisqu'on fait d'autres découvertes auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et donc ça, c'est un petit schéma qui compare les différentes approches NGS. Donc, on parle de gene panel quand on séquence en parallèle entre 10 et 100 gènes. Le mendéliome, finalement, en anglais, c'est le clinical exome. C'est le séquençage entre 3000 et 5000 gènes. En fait, ce sont tous les gènes qui ont déjà été, toute la partie codante des gènes qui ont déjà été décrits comme associés à des maladies chez l'homme. Et donc, ça concerne à peu près 5000 gènes maximum. Donc, finalement, sur les 20 000 gènes qu'on a en tout, il y en a 15 000 pour lesquels on ne connaît pas la fonction, on n'a pas jamais associé d'anomalie de ces gènes à des pathologies chez l'homme, ou ce sont des anomalies qui sont létales et donc on ne voit pas
chez l'homme vivant. L'exome, ben, c'est le séquençage des exons de l'ensemble de nos gènes, donc à peu près 20 000. Et le génome, ben, c'est le séquençage de ces 20 000 gènes avec la partie aussi non codante. Et donc là, ça concerne 3 milliards de paires de bases. Et donc, au plus on augmente la quantité de matériel génétique séquencé, ben, au plus on va perdre ce qu'on appelle en couverture, coverage. Donc, ça veut dire qu'on va lire la position moins de fois. Donc, quand on fait un gene panel, ben, chaque position du gène, chaque base va être lue en général 1000 fois. Quand on fait un Mendelium, ben, on a quand même une bonne couverture puisqu'on va lire chaque position 300 fois, un exome 75 fois, etc. Ça diminue. Et donc, quand on fait un génome, évidemment, on a plus de risque de rater quelque chose puisqu'il y a des zones du génome qui ne vont pas être bien couvertes et on a plus de risque de rater une mutation, même si elle est bien présente. Et l'autre différence, c'est qu'au plus on séquence de quantité génétique, au plus le coût augmente. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire le génome, c'est le test idéal parce qu'on peut tout voir. Mais voilà, ça reste un test qui est très compliqué au niveau de l'interprétation des résultats, qui effectivement a ses défauts en termes de couverture, et donc on peut rater des choses, et qui coûte encore très cher. Et donc, on est encore limité par ça aussi, puisqu'on a pour le moment une enveloppe INAMI de remboursement maximum de 1 400 € par test génétique. Et donc, on ne serait pas rentable en faisant des génomes, mais on est en train de le mettre au point. Et donc, c'est probablement pour les années qui viennent. Alors, peut-être Isabelle, pour t'interrompre à ce stade-ci, ça veut dire que si on a une idée, plus on a une idée précise de ce que l'on cherche, plus vous allez cibler, par exemple, sur un gene panel en se focalisant sur les gènes et avoir plus de chances de trouver plutôt que de ne pas avoir vraiment d'indications précises, obligeant à chercher dans beaucoup plus de gènes et donc en perdant de la précision, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, le Mendelium, finalement, c'est un bon compromis parce que ça permet d'avoir une bonne couverture. Et effectivement, si en analysant le Mendelium, on a une idée précise et on regarde finalement que certains gènes qui ont été séquencés, on augmente les chances. Et le Mendelium est aussi beaucoup plus facile en termes de flux de laboratoire, c'est-à-dire que pour chaque indication différente, finalement, on va faire la même analyse, on va séquencer les mêmes 5000 gènes et en fonction de l'indication, on va regarder tel ou tel gene panel. Donc, je le montrerai après, on a encore quelques gene panels qui sont séquencés en tant que tels dans le laboratoire. C'est en général quand c'est un nombre de gènes limité et on n'a pas envie à ce moment-là d'en séquencer 5000. Mais la plupart du temps, finalement, on utilise le Mendelium et on analyse de manière différente en fonction de l'indication. Pour bien comprendre, si par exemple on suspecte une hémochromatose, on va plutôt faire un gene panel pour les hémochromatoses, là, ça je vais montrer après effectivement les différentes indications. Et la différence aussi avec le Mendelium, ce qui facilite l'interprétation de ce test aussi, c'est que ça concerne que les 5000 gènes qu'on connaît et qu'on sait associés à des maladies humaines. Si on fait un exome ou un génome, on peut très bien trouver une anomalie ou un variant dans un gène dont on ne connaît pas la fonction, on ne sait pas où il est exprimé. Et donc, pouvoir conclure par rapport à la pathogénicité de ce variant-là, c'est beaucoup plus compliqué que quand on regarde des gènes finalement qu'on connaît. Après, c'est du coup pas l'outil qu'il faut utiliser si on veut faire de la recherche, si on veut découvrir des nouvelles choses. Là, il faut plus aller vers les exomes ou les génomes. Dans 75% des cas, comme tu disais, on se retrouve finalement dans une grande mer qu'on n'a pas encore explorée. On ne sait pas. Est-ce que c'est du monogénique dans un gène qu'on ne connaît pas encore? Est-ce que c'est de l'oligogénique? Est-ce que c'est du multifactoriel? Effectivement, voilà, ça reste très compliqué d'interprétation. Et donc, voilà, c'est ce que je disais. Le Mendelium, c'est vraiment la bonne balance entre finalement une bonne couverture et un coût qui n'est pas encore trop important. Et donc, pour résumer, l'évolution du séquençage ciblé vers le séquençage de Mendelium ou de l'exome, en tout cas vers le NGS, améliore le taux diagnostic, améliore la rapidité avec laquelle un diagnostic peut être atteint, en général améliore l'ampleur, la durée du parcours diagnostique et le coût. Donc, voilà, je l'ai déjà expliqué, mais c'est avant, on passait d'un gène numéro 1, 2, 3, etc. Et donc, ça prenait énormément de temps et ça coûtait énormément d'argent. Maintenant, on peut séquencer tous ces gènes en parallèle et avoir un diagnostic plus rapide, moins coûteux, plus efficace.
Ici, c'est une cohorte pédiatrique, mais juste pour vous montrer que les différents taux diagnostiques, donc quand on fait un gene panel, c'était plusieurs milliers d'enfants avec en général des pathologies neurodéveloppementales. Avec le gene panel, on obtenait un taux diagnostique d'à peu près 20-25%. En passant par l'exome complet, chez le cas index seulement, on atteignait un taux diagnostique de 28%. Et donc, si on passait à l'approche basée sur le trio, donc avec les 2 parents, vous voyez qu'on augmente quand même fortement le taux diagnostique, on part de 28 à 40%. Et puis finalement, en passant au génome, on n'augmente que de 2% le taux diagnostique, ce qui n'est pas énorme. Mais donc, d'où l'importance de prélever les apparentés, les parents. Ici, on a des taux diagnostiques finalement un peu plus élevés que ce que j'ai montré après, parce que c'est que des enfants, donc c'est probablement pour ça la proportion de pathologie immunogénique est plus importante. Mais il y a des trucs. Ah, voilà. Et donc ça, c'est une étude, par contre, sur des familles, 500 familles, qui montrent aussi voilà, des taux diagnostiques de l'ordre de 30% par exome sequencing, et donc de nouveau, qui dépend de l'indication, ataxie, à des taux diagnostiques assez élevés, épilepsie. Et un nouveau gène a été identifié chez 7,5% de ces patients. Donc ça, c'est l'avantage de l'exome, c'est qu'on peut essayer d'identifier des nouveaux gènes, des nouvelles causes génétiques. Et ici, dans cette étude, il montre même que réanalyser des exomes a posteriori permet encore d'augmenter le taux diagnostic. Donc c'est vrai qu'avec les connaissances qu'on a, parfois on ne trouve pas d'explication. Et si on réanalyse les mêmes données génétiques quelques années plus tard, là on peut faire des diagnostics supplémentaires. Évidemment, ça c'est plus possible avec ça arrive parfois avec le mendéliome quand il y a des gènes encore qui ne sont pas très bien caractérisés, mais ça arrive plus avec l'exome finalement, parce que d'année en année, il y a, je ne sais pas combien de gènes sont découverts de la fonction des gènes sont découverts par jour, mais ça avance à toute vitesse. Et donc, c'est pour ça que notre Mendelium, on l'adapte chaque année, on rajoute les nouveaux gènes qui ont été publiés et on essaie qu'ils soient le plus actuel possible. Donc, on suspecte une maladie auto-inflammatoire il y a 3-4 ans. Le service génétique dit non, on ne sait pas, il n'y a rien qui ressort. Ça vaut la peine de revenir, de refaire. Et de plus en plus pour tout ce qui est maladie auto-inflammatoire, avant on avait un panel de 4 gènes, puis c'est passé à 10, puis maintenant on fait 78. Mais on peut tout à fait, il y a pas mal de gens, de médecins qui nous demandent de faire un Mendelium dans ce contexte-là, parce qu'ils disent, OK, on suspecte vraiment fortement une pathologie auto-inflammatoire, on n'a rien trouvé, élargissons. Et c'est vrai qu'on peut élargir le nombre de gènes et on peut aussi attendre que les connaissances évoluent et qu'on connaisse plus de gènes. Donc, ça vaut la peine de se reposer la question régulièrement, même si les tests sont revenus négatifs. À ce plutôt favoriser une recherche en trio plutôt qu'en seul. Oui, c'est un peu la règle pour tous les cas. Effectivement, privilégier le prélèvement de plusieurs apparentés, c'est beaucoup plus simple pour nous pour interpréter les résultats. Donc là, il y avait un titre, mais ce n'est pas grave. Donc, le NGS voulait aussi dire que c'était vraiment une révolution en termes de taux diagnostic, c'est une révolution en termes de coûts. Donc, on est passé vers 2006-2007, vous voyez que la courbe de coûts par séquençage, par génome chute, c'est parce qu'on est passé au NGS, donc on ne doit plus faire des Sanger en série, on peut faire tout en parallèle. Et c'est aussi un avantage en termes de coûts pour le patient. Donc, il y avait une étude qui montrait que des enfants justement avec troubles neurodèves, leur parcours diagnostique en général coûtait 12 000 euros et avec l'exome sequencing, on était plutôt à des coûts aux alentours de 3 000 euros. Donc, le coût du test, il y a toujours le coût des examens qui sont nécessaires au phénotypage après, mais ça diminue quand même grandement aussi le coût pour le patient. Et le titre disait ici que le NGS, c'était aussi une certaine révolution en termes d'approche clinique, puisque avant, on partait toujours du phénotype, on avait une hypothèse, un diagnostic clinique, on choisissait le test génétique approprié. Maintenant, on fait de plus en plus de phénotypage reverse. On fait un test plus général, on tombe sur une anomalie génétique et puis on revient au patient et on se pose la question, est-ce que ça peut coller? Est-ce que le phénotype correspond ou pas? Et donc, le Mendelium, quelles sont les étapes en pratique? Donc, le séquençage des raisons codantes de ces 5000 gènes associés à des pathologies humaines. Donc, on commence toujours par une consultation
soit en génétique, soit chez un spécialiste. Donc, il y a de plus en plus de spécialistes qui prescrivent eux-mêmes leur Mendelium. On phénotype le patient, entre guillemets, et on fait toujours signer un consentement éclairé, autant que possible, notamment par rapport à la question des découvertes de hasard, etc. C'est important que les patients nous donnent leur choix là-dessus. Donc, est-ce qu'ils veulent connaître ou pas connaître d'éventuelles découvertes incidentelles qui n'ont rien à voir avec le motif de prescription du test. Nous, au laboratoire, ça nous prend une semaine, enfin pas moi, mais pour préparer l'échantillon. On envoie ce qu'on appelle les librairies au Brightcore. Donc, on a une plateforme de séquençage commune en fait, entre l'ULB et la VUB. Donc, c'est sur le site de la VUB. Donc, on utilise maintenant la machine Novasec. Donc, le séquençage en tant que tel, le séquençage des données prend à peu près 6 jours. Puis, il y a le traitement informatique de toute cette quantité de données importante qui prend encore une semaine, 2 jours d'importation dans nos ordinateurs à l'ULB. Et puis, finalement, la partie qui prend aussi pas mal de temps, c'est l'analyse, l'interprétation de tous ces variants. Et ça nous prend, en moyenne, on a estimé à peu près 1h30 par patient. Donc, il y a des patients, c'est 10 minutes. On a un gène candidat, boum, on tombe sur une mutation, ça y est. D'autres, voilà, on a énormément de variants, il faut prendre le temps, il faut... Donc, et voilà, je mets éventuellement réanalyse qui peuvent aussi prendre du temps. Et puis, on fait le compte-rendu. Et puis, on revient à la consultation pour expliquer les résultats. Donc, le tube qu'on utilise pour ce type de séquençage, c'est le DTA. Donc, en génétique, c'est quasi toujours le DTA, sauf karyotype ou des analyses un peu plus particulières où c'est l'héparinée, mais en règle générale, il faut prélever un tube DTA. On extrait l'ADN. Là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais juste les grands principes, c'est que on a extrait l'ADN, on le coupe en plein de petits morceaux. On va liguer des adaptateurs à tous ces petits morceaux. Et puis, on va sélectionner les régions d'intérêt. Donc, grâce à un système avec des billes magnétiques et des sondes, on va pouvoir sélectionner les exons qu'on veut séquencer. Puisque l'ADN, ce sera tout le génome. On n'a pas envie de séquencer tout le génome. Donc, on va vraiment targeter les exons d'intérêt. On va amplifier cet ADN, le séquencer, et puis on va obtenir toute une série de reads. Donc, c'est en fait des cadres, des lectures, des séquences de base qu'on va aligner le long de la séquence de référence. Et puis, grâce à un logiciel, on va pouvoir voir quelles sont les positions dans lesquelles la base ne correspond pas à celle qui devrait être à cette position-là. Donc, le logiciel qui permet de filtrer toute cette quantité d'informations qu'on reçoit, on utilise le logiciel Highlander, donc qui va filtrer l'ensemble des variants qui sont séquencés en fonction de toute une série de critères. Donc ça, je vais détailler un petit peu plus tard. Donc idéalement, comme j'ai déjà dit plein de fois, mais on a un trio, donc avec un cas index, une mère, un père, peut-être d'autres personnes atteintes dans la famille si possible. Et donc, je dis bonne chance parce que normalement, il était écrit qu'en moyenne, par séquençage de Mendelium, on obtient 20 000 variants. Donc, si je regarde mon ADN par rapport à la séquence de référence, il y aura 20 000 variations. Donc, 20 000 bases qui vont être différentes de la séquence de référence. Et donc, évidemment, on a besoin de systèmes de filtres pour analyser ça parce que c'est beaucoup trop. Donc 20 à 30 000 variants en fonction qu'on soit dans un Mendelium, un exome. Et donc la première, oui, je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui manquent, c'est pas grave. La première chose sur laquelle on se base, c'est de regarder la fréquence dans la population générale. Évidemment, on veut sélectionner plutôt des variants qui sont rares, parce que le Mendelium, je vous ai parlé du monogénique, polygénique, polygénique. Le Mendelium, c'est plutôt un outil pour identifier tout ce qui est monogénique. Donc, a priori, on s'attendrait à ce que ces variants, ces mutations soient rares. Si on trouve un variant qui est présent chez 30% de la population générale, on ne va pas être trop convaincu que ce soit la cause de la maladie. Et donc, le système fait ça pour nous. Highlander, en général, il sélectionne tout ce qui est fréquence en dessous de 1% ou éventuellement 2% dans la population générale pour tout ce qui est récessif. Deuxièmement, on va un peu regarder quel est l'impact fonctionnel attendu de ce variant. Donc, regarder dans les bases de données si l'acide aminé qui est concerné est conservé dans les différentes espèces. Est-ce qu'il y a des gros changements au niveau
biochimique entre les acides aminés, l'acide aminé qui va être changé. Donc, on a toute une série de sites de prédiction in silico qui permettent de nous donner une idée. Est-ce que la variation va avoir un effet sur la fonction de la protéine ou pas? On va regarder dans la littérature, dans les bases de données, s'il y a des études fonctionnelles qui existent, est-ce qu'il y a des modèles animaux avec des anomalies de ce gène, etc. Donc ça permet aussi d'éliminer pas mal de variants. Et puis, idéalement, on fait une ségrégation familiale des variants. Donc, de nouveau, pour remontrer le petit schéma, on voit qu'il y a vraiment quand même une énorme différence en termes de taux diagnostic si on peut prélever plusieurs apparentés. Et donc là, pour aussi un petit rappel, quand on a une maladie qui semble héritée avec un apparenté atteint, on va faire en sorte que les filtres Highlander vont plutôt rechercher une cause dominante, donc un variant qui va être présent en commun chez la mère atteinte et chez le fils, ou éventuellement, si c'est mère-fils, une cause liée à l'X dominant. Donc ici, ça devrait être rouge. Donc, une maladie liée à l'X peut être symptomatique chez une mère porteuse aussi. Si la pathologie n'est présente que chez le cas index et que les parents sont indemnes, il n'y a pas d'autres personnes dans la famille, on peut suspecter plusieurs formes d'hérédité, soit quelque chose de récessif, donc les deux parents sont porteurs et les deux mauvaises copies entre guillemets ont été transmises au cas index, soit une maladie génétique, une mutation de novo, donc absente de l'ADN des parents, présente uniquement chez l'enfant. Liée à l'X récessif, donc la mère pourrait être porteuse d'une mutation sur le chromosome X qui ne s'exprime pas chez elle, et chez un garçon, ça peut être responsable de maladies génétiques. Ou alors, ça c'est toujours un peu plus compliqué, il y a tout ce qui est maladie dominante à pénétrance incomplète. Donc là, un des parents pourrait être porteur exactement du même variant, mais ne pas exprimer la pathologie. Donc là, c'est le plus compliqué à identifier dans nos analyses. Et si l'expression phénotypique dans un cas pareil était le fait d'un autre gène, d'une autre mutation qui n'a pas été mise en évidence et qui permettrait cette expression. Oui, c'est ça un peu l'hypothèse de ce qui est dominance à pénétrance incomplète, c'est qu'on se dit, il y a l'environnement qui peut éventuellement jouer, mais il y a aussi l'environnement génétique, et donc effectivement, il y a peut-être des facteurs génétiques modifiant l'expression d'une mutation. Donc, et pour pouvoir identifier ce facteur modifiant avec cette technique-là du Mendélium, il faudrait encore que ce soit un variant rare, qui passe les fils, qui sort. Si c'est un facteur modifiant ou plusieurs, un facteur polygénique, comme je l'ai montré dans l'hypercholestérolémie familiale, ça, on n'a pas les outils, on a les outils, mais on ne les utilise pas en routine clinique pour l'identifier, quoi. Mais c'est ça l'hypothèse de la pénétrance incomplète, c'est qu'il y a d'autres facteurs génétiques qui modifient l'expression. Voilà, ça, je ne veux pas me moquer, mais c'est juste, j'avais vu cet article, Mimi Mati, qui n'avait pas trop bien compris la génétique. Elle dit qu'il y a une chance sur 4 que son enfant soit atteint, mais comme c'est une maladie dominante, c'est une chance sur 2. Même si elle ne l'a pas hérité de ses parents. Il faudra donner un petit cours de génétique à Mimi Mati. Alors, pour continuer cette sélection de variants, on a aussi besoin du clinicien pour vraiment pouvoir revenir au phénotype, revenir au patient, voir si ce qu'on a identifié correspond ou pas. Donc, la corrélation au phénotype. Et puis, on regarde aussi tout ce qui est données publiques. Est-ce que c'est décrit dans la littérature? Est-ce que cette mutation, ce variant est décrit dans des bases de données de patients? On partage les données avec les différents centres de génétique, etc. Et donc, sur base de toutes ces informations, on va pouvoir classer les variants qui nous restent en plusieurs classes qui vont de 1 à 5. Donc, en général, les classes 1, on ne les voit même pas dans notre analyse puisqu'ils ont été filtrés par le système, ils sont trop fréquents. Il nous arrive de classer un variant en classe 2 en disant, OK, il y a 2%, 3% de la population qui porte ce variant et c'est une pathologie hyper rare, hyper sévère, ce n'est pas possible. Donc, on classe le variant du coup en classe 2. À l'autre extrême, il y a le variant de classe 5 qui est là, en fait, ça s'appelle aussi mutation. Donc, ça, c'est le variant qui est décrit dans la littérature pour lequel on n'a pas de doute du lien de causalité avec le phénotype. Le variant de classe 4, c'est le variant probablement pathogénique. Donc, là, ce n'est pas clairement décrit dans la littérature comme tel, mais parfois, il y a une publication où parfois, c'est un variant, de par sa nature, on suspecte qu'il soit pathogénique. Donc, par exemple, un variant tronquant qui va couper la protéine en deux,
par exemple, dans le gène BRCA1, ben, on sait que c'est un variant pathologique, mais donc on le classe en 4 parce qu'il n'a jamais été décrit comme tel dans la littérature. Et alors, ce qui nous embête le plus, ben, c'est la catégorie du milieu, donc tout ce qui est variant de signification clinique indéterminée. Donc ça, c'est des variants pour lesquels on ne sait pas conclure, on ne sait pas si c'est bénin ou si c'est pathogène. Et donc, on reste un peu dans cette zone grise. Pour essayer d'avancer, ben, on peut faire des études fonctionnelles, on peut tester les apparentés, mais souvent, c'est vrai qu'on reste avec ce point d'interrogation et on attend qu'il y ait des publications qui sortent ou qu'il y ait un groupe de recherche qui veuille bien étudier le variant en question. Mais bon, nous, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin comme ça pour tous les variants qu'on identifie parce que voilà, on n'aurait pas le temps. Et donc, ça, ce sont les indications du Mendelium en 2021. Donc, on a commencé d'abord à mettre cet outil en place en 2016 pour tout ce qui était pathologie neurodéveloppementale, encéphalopathie épileptique, toutes les indications neuro. Donc, on a plutôt commencé par ça. Et le reste, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne se... Quand j'appuie, ça ne s'affiche pas d'office. Bon, c'est pas grave. Et donc, après, on a continué avec tout ce qui était anomalie congénitale. Donc, on fait pas mal de Mendelium en prénatal, donc sur ADN extrait de PLA ou de ponction de villosité choriale quand il y a une malformation fœtale, etc. Et puis maintenant, ben, on a continué avec d'autres types d'indications. Donc, tout ce qui est immunodéficience primaire, fièvre héréditaire, on fait de plus en plus de Mendelium aussi, anémie hémolytique, toutes les indications dermatogénétiques, endocrino, hyperaldostéronisme primaire, tout ce qui est pathologie thyroïdienne rare, etc. La néphro. Et alors, on a une case qu'on appelle anomalie génétique rare, c'est-à-dire c'est voilà, une indication qui ne correspond pas forcément à celle qu'on a et qu'on peut cocher, mais voilà, si vous suspectez une anomalie génétique chez un patient parce que il a une présentation clinique atypique, parce qu'il y a une histoire familiale et que ça ne correspond pas à une de ces cases, ben, vous pouvez cocher anomalie génétique rare et nous donner des informations et idéalement, effectivement, des listes de gènes candidats qu'on peut rechercher. Alors, et le temps inflammatoire là-dedans? Ben, on le met dans la case immuno. Ah, okay. Les gènes sont compris dedans. On n'a pas encore vraiment dans la demande de la case auto-inflammatoire pour le Mendelium, mais on utilise le panel immuno. Donc ça, c'est juste les petites statistiques 2019-2020 pour avoir une idée du nombre de Mendelium qu'on fait. On travaille quand même pas mal. Donc presque 2000 Mendelium en un an. Donc il y a eu une énorme chute en mars 2020. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais on se demande. Et voilà, en fonction des indications. Donc, la plupart du temps, c'est quand même des grossesses, des anomalies congénitales à la naissance, etc. On a quand même fait pas mal d'immuno, mais qui comprend aussi tout ce qui est auto-inflammatoire, en endocrino aussi. Et alors, on doit quand même un petit peu encore s'améliorer sur le côté. Donc, I, c'est simplex, donc c'est quand on a séquencé que le cas index. T, c'est trio. Donc, on doit encore vraiment essayer de s'améliorer. Bon, évidemment, chez les adultes, ce n'est pas toujours possible d'avoir les parents, mais parfois, ne fût-ce qu'avoir un frère ou une sœur qui n'est pas atteint, ça peut aussi nous aider à interpréter les résultats. On peut leur demander de faire un enfant, c'est pour avoir un cas en plus. Oui, ça peut être pas mal. Enfin bon, éthiquement, pas sûr. Oui, c'est ça, il faut attendre du coup 9 mois plus 6. Alors, du coup, quels sont les pièges du Mendelium? Qu'est-ce qui peut être raté? Évidemment, c'est tout ce qui est variant intronique, donc qui ne sont pas dans les exons, puisque ça ne sera pas séquencé, sauf tout ce qui est intron tout proche de l'exon, ça on séquence jusqu'à 20 paires de bases au-delà de l'exon. Tout ce qui est expansion triplet, donc c'est des répétitions de trinucléotides, et ça, on ne le voit pas en séquençage classique. Donc, si vous suspectez un Huntington, il ne faut pas demander un Mendelium, Steinert, X-fragile, ça, il faut vraiment une technique particulière pour pouvoir l'identifier. Dans le futur, on aura probablement des techniques qui permettront de voir ça aussi, des séquençages long read, donc vraiment des séquençages de plus grands morceaux génétiques, entre guillemets. Tout ce qui est anomalie de méthylation, Beckwith, Wiedemann, Prader-Willi, etc., on ne le voit pas au Mendelium puisque c'est les groupements méthyl au-dessus de la séquence de base qui sont anormaux. Et tout ce qui est délétion, duplication, donc ça, c'est vraiment un piège. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des gènes candidats, parce que si vous nous dites, voilà, je suspecte
bon, je pense à GATA2 parce qu'on avait eu un cas comme ça où on suspectait vraiment une mutation GATA2. L'exome revient normal. Bon, le clinicien avait un peu laissé tomber et en fait, il y avait une délétion du gène et donc ça, on ne l'avait pas vu au séquençage. Et donc, on a des techniques qui permettent d'aller regarder ces délétions duplication, le MLPA. Quand c'est des grandes délétions, on peut utiliser la CGH-arrêt. Et donc, si vous avez une suspicion vraiment précise, il faut nous le dire, parce qu'alors, évidemment, on peut éventuellement commander un MLPA, regarder en plus de ce qui a déjà été fait au Mendelium. Et alors, on a un système qui s'appelle Convedor. Ça, c'est en fait une analyse bioinformatique des données du Mendelium. Donc, en fait, on regarde la couverture des gènes et on regarde s'il n'y a pas des endroits, enfin, c'est un logiciel qui fait ça, mais voir s'il n'y a pas des endroits qui sont moins couverts où, à ce moment-là, on pourrait suspecter une délétion. Donc, c'est vraiment une analyse des données de séquençage qui permettent d'essayer d'identifier les délétions duplication. Donc, ça, on peut utiliser aussi, mais ce n'est pas voilà, validé et fiable à 100%. Et donc, le piège du Mendelium, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi les découvertes incidentelles. Donc, ça concerne quand même 1 à 9% des séquençages selon les études, donc c'est quand même pas rien. Nous, on remet les découvertes incidentelles, évidemment, si le patient a coché oui dans son consentement. S'il n'y a pas de consentement signé, on ne remet pas ce genre de découverte incidentelle. Et ça concerne que les gènes qui ont une actionnabilité, donc pour lequel il y a des mesures de prévention possibles, des mesures de traitement possibles. On ne va pas dire vous avez un risque d'Alzheimer de 30% parce qu'il voilà, n'y a rien à faire en termes de prévention. Et donc, classiquement, c'est les gènes de cancer du sein. On a déjà eu pas mal des gènes de troubles du rythme cardiaque, etc. Là, on sait en faire quelque chose. Mais bon. Oui. Non, c'était juste pour la langue française. Donc, c'est quand même curieux qu'il y ait un joli mot français qui existe. Il y en a qu'on parle de incident, qui devient incidentalo, et puis maintenant qui devient accidentel, alors qu'on pourrait dire découverte fortuite. C'est ce qu'on met dans notre consentement, c'est marqué découverte fortuite. Ah, oui, ouais. Ok, d'accord. C'est vrai que, oui. Incidentalome. Moi, je trouve que fortuitome est beaucoup plus joli. Fortuitome, ouais. Voilà, après, c'est pas toujours facile de définir la liste des gènes. Il y a pas mal de débats autour de ça. D'ailleurs, une étudiante qui a fait son mémoire là-dessus l'année passée, finalement, quels sont les gènes qu'on doit rapporter? Il y en a où c'est pas l'actionnabilité n'est pas si claire que ça, finalement. Et alors, on a déjà eu des cas de fausse maternité, évidemment, hein, ça c'est classique. Et donc, c'était un petit peu embêtant parce que ça ne nous facilite pas la tâche pour interpréter les résultats. Et donc, en général, si vous avez un compte-rendu où il est marqué échec technique pour le père ou quelque chose comme ça, c'est que c'est... Oui, et donc ça ne sert à rien de le reprélever 1000 fois. Ce sera toujours échec technique. Ça dépend, parce on peut rectifier. La note peut être rectifiée. Oui, c'est ça. Mais bon, en général, voilà, nous, on n'est pas là pour ça. On dit qu'il y a eu un échec technique et voilà. Et on a déjà eu un cas de fausse maternité, donc ça c'est plus étonnant. Donc, une fois, c'était une patiente de... Finalement, c'était une greffée. Enfin, bon, on n'avait pas eu l'info et donc, c'était pas ces leucocytes, donc d'accord. Et une fois, il n'y a vraiment aucune explication. Donc, on a beau reprélever, investiguer. Donc, à part échange de bébé à maternité, on ne sait pas. Donc... Quand on faisait les bilans, et qu'on fait toujours les bilans pré-greffe et tout, et qu'on faisait les panels HLA, les fausses paternités, on les voyait. Oui, c'est clair. Non, c'est classique. Et au plus, l'enfant est loin dans la fratrie, au plus... Je ne devrais pas vous faire rire, en fait. C'est ça. Mais nous non plus, hein. Voilà, mais donc, comment prescrire un test génétique en pratique? Donc, effectivement, comment déjà choisir son test génétique? On fait une évaluation, on a des pistes diagnostiques, est-ce qu'il y a des signes pathognomoniques ou pas? Et donc, en fonction, est-ce qu'on a des gènes candidats ou pas? Si on n'a pas de gènes candidats, mais qu'on a une forte suspicion que ce soit génétique, voilà, le Mendelium est un bon examen. Éventuellement une CGH si on suspecte plutôt quelque chose de syndromique. Donc, si c'est un patient qui a un retard mental, qui est dysmorphique, on va plutôt d'abord aller vers la CGH, donc analyser chromosomes. Si on a des gènes candidats, mais que qu'il y a un seul gène, voilà, alpha-antitrypsine ou
le nombre de gènes est peu nombreux, on peut aller plutôt d'abord vers un test ciblé, ou si le type d'anomalie qu'on recherche nécessite une technique spéciale comme le Huntington, comme je disais tout à l'heure, alors on va plutôt vers le test ciblé. Et si le nombre de gènes suspectés est vraiment hétérogène, ou bien si l'analyse du gène seul n'est pas disponible en Belgique, on peut aussi faire le mendélium. Et donc, on utilise cette demande-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Elle est disponible sur notre site internet. Je vais mettre l'adresse un petit peu plus loin. Et donc, ici, on a toutes les indications du mendélium qui sont reprises. Et il y a syndrome congénitaux rare. On n'a pas encore mis pathologie génétique rare, mais bon, si l'indication n'est pas reprise, vous pouvez cocher syndrome congénitaux rare et puis noter à la main l'indication et les gènes candidats. Et donc, dans les panels de gènes, ce qu'on fait encore sous forme de panel, c'est des fièvres périodiques comme premier examen de screening. Donc là, on a maintenant un panel de 78 gènes quand même, donc on l'a élargi. Tout ce qui est microcéphalie, hydrocéphalie, HTAP rendu Osler, là, on a aussi un petit nombre de gènes conséquences en tant que telles. Tout ce qui est hypercholestérolémie familiale, hémochromatose. Donc là, on a un panel d'une vingtaine de gènes. On demande que la cause, la type 1 soit d'abord exclue, parce que là, c'est facile. C'est pas, on doit juste faire 2 séquençages Sanger, c'est 2 variants particuliers. Et si c'est exclu, on peut faire ce panel d'une vingtaine de gènes. Porphyrie, tout ce qui est pancréatite héréditaire, cancer héréditaire, Alzheimer précoce, amyloïdose. Donc là, c'est des panels de gènes restreints. Et puis, on a encore quelques analyses ciblées, donc vraiment un seul gène, voilà, qui sont reprises ici, mais on les fait de moins en moins souvent. Et voilà, si l'analyse, il y a encore des très rares cas, on doit envoyer dans un autre laboratoire parce qu'on ne fait pas l'analyse nous-mêmes. C'est par exemple la neurofibromatose de type 1, c'est une analyse particulière avec des techniques aussi qu'on n'a pas chez nous, on envoie à Gand. Pour tout ce qui est syndrome adrénocongénitaux, hyperplasie congénitale des surrénales, c'est en verse. Mais bon, ça limite, si vous avez un doute, vous pouvez toujours nous contacter. Donc ça, c'est la première phase de l'analyse, de la demande. Au milieu, on a repris tous les signes HPO. C'est vrai que maintenant, en pratique, on n'utilise pas tellement encore ça. À la base, l'idée, c'est que tous les cliniciens puissent vraiment cocher et qu'on ait après, on puisse vraiment répertorier ça sous forme codifiée, avec une terminologie HPO, pour qu'après, dans les études de recherche, etc., ça facilite les choses. Mais c'est vrai qu'en pratique, il n'y a pas grand monde qui prend le temps, je peux comprendre, n'a pas toujours le temps de cocher tous ces signes. On a le petit arbre généalogique là en haut, donc ça, c'est important de pouvoir le compléter et surtout nous dire, quand vous prélevez plusieurs personnes, qui est atteint et qui n'est pas. Donc, mettre des petites boules noires, coloriées en noir si la personne est atteinte, blanc si pas, parce que ça change tout, évidemment. Et au dos de l'analyse, il y a le consentement éclairé, donc avec 4 questions auxquelles on demande aux patients de répondre. Donc, est-ce que, voilà, il veut être informé de découvertes fortuites, d'autres d'affections médicalement utiles et actionnables? Est-ce qu'il est d'accord qu'on réanalyse de manière régulière ces données dans un cas diagnostique? Donc, ça permet effectivement de dire, 2 ans après, est-ce qu'on peut regarder tel gène sans forcément devoir revenir vers le patient? Et ça, c'est toute la partie plutôt recherche en bleu. Est-ce qu'il est d'accord qu'on conserve son ADN de manière anonyme dans la biobanque au centre de génétique et qu'on partage éventuellement ces données pour la recherche? C'est vrai que si un jour on publie, c'est pratique d'avoir cette cage cochée. On sait que ça a déjà été discuté. Finalement, ce n'est pas Franck Robben qui contrôle, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, tous ces documents sont disponibles sur notre site ulbgenetics.be. Et il y a un raccourci, dès que vous allez sur la page, il y a un raccourci en haut à droite, prescription de test génétique. Et donc, c'est la demande génétique héréditaire. Vous retrouvez ce papier-là. Et pour les patients, ça permet aussi de voir les horaires de consultation, etc. pour la génétique. Et donc, juste pour vous dire, le prix des analyses, nous, on demande un remboursement INAMI 1 400 € pour une analyse complexe, donc de type Mendelium ou panel de cancer héréditaire, qui sont celles qu'on fait le plus souvent. Et le patient, ça lui coûte 8,68 €. Donc, il y a pas mal de gens qui viennent pas en consultation de génétique parce qu'ils croient que ça va leur coûter un pont. Et donc, ils sont toujours un peu étonnés quand je dis non, c'est remboursé par une simple mutuelle. Donc, voilà. Et ça doit... Parce que bon, c'est vrai que 1400, Marat a expliqué que c'est beaucoup de boulot.
il n'y a pas de crainte qu'à un moment donné, l'INAMI commence Si, il y a beaucoup de craintes. À limiter les indications, etc. Oui, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas énormément de contrôle. Le Mendelome en soi, je pense, prix coûtant, c'est 600-700 €. Puis bon, il y a toute l'infrastructure, il y a tout le prix d'analyse. Donc, on n'y gagne pas tant que ça finalement par Mendelome. C'est vrai que l'analyse rentable chez nous, enfin les deux analyses rentables, c'est les fièvres et les fièvres héréditaires et les cancers héréditaires, parce que là, c'est vraiment de la routine, c'est un gene panel, l'analyse est facile. Mais là, effectivement, il y a une discussion, ils veulent nous réduire le remboursement. Mais voilà, pour le moment, ce n'est pas fait. Mais ça, oui, ça risquerait d'arriver. Maintenant, le Mendelome, c'est l'analyse qui est utilisée le plus par les laboratoires de génétique, pas que chez nous. Et donc, je pense que s'ils diminuent les remboursements, ça va être la révolution. Enfin, il n'y a plus aucun laboratoire qui va être rentable. Donc, ça, je pense que pour le Mendelome, ils vont pas y toucher. Maintenant, on va voir quand on aura le génome en routine, comment est-ce qu'ils vont rembourser ça? Ça va être encore une autre question. Oui. Une question peut-être triviale. Je suis un peu déformée puisque moi, je suis médecin biologiste, donc je vois les prescriptions. Oui. Enfin, je ne vois pas toutes, Dieu merci. Ce qui me frappe, c'est quand tu parles du gène cible ou acide. Sur les demandes, en fait, aujourd'hui, beaucoup de cliniciens sont un peu perdus par l'expression de ce qu'ils doivent demander. Donc, le nombre de fois où je vois encore demander un cariotype, vous répondez, c'est GHRF. Oui. Parce que le clinicien, c'est GHRF. Ok, on va peut-être répéter la question, Isabelle, parce que pour l'extérieur, les cliniciens sont parfois un peu perdus sur, effectivement, l'analyse génétique à cibler. Mais c'est pour ça qu'on a aussi, sur notre demande, on ne doit pas forcément parler de gènes ou d'analyse génétique à cibler. On a aussi toute une série d'indications. Et nous, ça ne nous gêne pas qu'on mette ici en haut à droite petite taille et que il y a toujours un médecin qui vérifie les demandes et qu'effectivement, nous, en fonction, on précise. C'est pour ça que quand on demande un cariotype, justement, pour petite taille, c'est un bon exemple, parce que le cariotype est indiqué, mais un cariotype pour un retard mental, par exemple, on va leur dire, non, l'examen indiqué, c'est la CGHRF. Quand j'avais vu le tableau, je trouve qu'il est très instructif. Je veux dire, en fonction de ton exposé et des indications de l'un ou de l'autre, j'ai pensé à la même chose, à savoir que cette couche-là, à la limite, elle est presque plus utile pour vous. Oui, je comprends. Et qu'il faudrait une couche qui vient au-dessus pour le prescripteur. D'autant qu'il ne prescrit pas toujours sur vos demandes, mais parfois sur des demandes externes, en même temps, lui qui voudrait une recherche génétique, mais ça ne nous gêne pas du tout. Très fréquent, qui donne le gène à rechercher. Oui, pathologie, je ne dis pas, mais dans un certain nombre de cas, sa demande est justifiée, mais il n'a pas le gène à citer, bien entendu, puisque même s'il existe, et si pour vous, c'est facile à trouver, c'est ultra spécialisé. La plupart des grandes indications sont quand même reprises, cancer héréditaire, endocrino, tout venant, fièvre héréditaire, voilà, mais ça, c'est possible. Mais si à un moment donné, il n'y a aucune idée qu'on nous met juste les symptômes, la présentation clinique, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est déjà prélever un EDTA. Parce que le problème avec le cariotype, c'est que du coup, c'est un héparinée qui est prélevé. On doit leur dire, non, il faut reprélever le patient. Cette discussion-là, on aurait vous voyez, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un thème radiologique où tu demandes une écho, un scanner, etc. Et le radiologue va dire, enfin, dans cette indication-là, il faut plutôt d'emblée faire une résonance, etc. Et donc là aussi, en fonction de l'indication clinique, comme il y a quand même de plus en plus, et puis la médecine nucléaire va tellement fusionner avec les autres techniques d'imagerie, à la limite, c'est le radiologue qui va choisir la technique la plus appropriée. Donc, tu peux imaginer ce genre d'approche dans plein de disciplines compte tenu d'une diversification des techniques. Mais c'est vrai qu'on pourrait adapter nos demandes et faire autrement. Pour la gynéco, par exemple, on a une demande spéciale pour la gynéco, et là, c'est comme ça. On met insuffisance ovarienne, prescription pré-diagnostic, pré-implantatoire, et alors, c'est vraiment que l'indication qui est cochée et nous qui choisissons les analyses. On pourrait faire quelque chose de semblable pour la prise de rendez-vous aussi, en fonction de
de l'indication, le code dirait non, plutôt que un gastro, il est plutôt un médecin interne. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Bon. Mais qu'à ça, on est parti de dire. Non, c'est vrai. En tout cas, bah, oui, si vous avez des suggestions, on peut toujours adapter. Hein. Parce que moi, Oui. vraiment, et on le voit de plus en plus avec les techniques plus, en remontant à des choses beaucoup plus simples, on voit des demandes de PCR en biologie clinique pour des choses où je les détricote parce que je dis... Non, mais je crois que la remarque générale est intéressante. Je veux dire, finalement, le document papier, c'est quoi? C'est un système de communication entre le demandeur et finalement la personne qui va réaliser l'examen. Et donc, pour ce genre de demande, je crois qu'on a intérêt à avoir des réunions entre les différents cliniciens et les spécialistes. Et c'est des choses un peu spécifiques. C'est la même chose pour la biologie de base, d'ailleurs. Bah, des choses un peu comme toi tu fais, on m'envoie un petit mail, comme ça je suis la demande, voilà, ça ne me gêne pas non plus. Mais on a aussi des conseillères en génétique qui souvent voient passer les demandes et rappellent à chaque fois les prescripteurs en voulant préciser les choses. Voilà. Oui. OK. Tu voulais poser une question? Et dans votre rapport final, vous mettez si on doit dépister les enfants ou pas? D'habitude, oui. C'est quoi la question? Non, si dans les rapports, dans les résultats, ils précisent si on doit envoyer les enfants en génétique pour faire des dépistages ou pas. Donc, c'est vrai que... En général, de toute façon, si vous recevez un résultat avec une anomalie génétique, que le test est positif, entre guillemets, qu'on a trouvé quelque chose, de toute façon, c'est bien de référer déjà d'abord le patient en génétique pour qu'on réexplique aussi, qu'on fasse un conseil génétique basé sur les modes de transmission. C'est évidemment, les enfants ne sont pas toujours... c'est pas parce que c'est génétique que les enfants sont à risque. Pour tout ce qui est récessif, si c'est très rare, on ne va pas forcément devoir tester les enfants. Une question, en plus, avec tout le débat éthique derrière, de voir est-ce qu'on doit absolument informer, ça dépend de la pathologie, informer l'enfant et générer de en règle générale, on ne fait pas de test génétique chez les enfants que s'il y a un intérêt médical dans l'enfant, sinon on attend 18 ans, donc de nouveau BRCA, on attend que personne soit majeure et puisse décider si elle veut connaître son résultat ou pas. Il y a quand même des pathologies génétiques où il y a un intérêt de faire un test chez tout ce qui est pathologie, cardiomyopathie hypertrophique. Parfois, il y a un risque dans l'enfance. Voilà, mais de manière générale, et de toute façon, quand on fait un test génétique pré-symptomatique chez quelqu'un qui est indemne, ça doit passer par un conseil génétique, ça c'est obligatoire. On a une psychologue qui accompagne les tests. Je dirais que quand vous avez un résultat positif, vous référez le patient en conseil génétique, puis après, vous mettez ça dans nos mains. Nous, on s'occupe de voir est-ce qu'il faut faire un dépistage dans la famille ou pas, et expliquer tout ça, quoi. Et donc, je ne vois le même problème. Juste deux petits exemples de cas résolus par Mendelium. Donc ça, c'était un patient d'Erasme de 30 ans qui avait une vascularite systémique d'origine indéterminée. Je ne l'ai jamais suivi, donc je ne connais pas vraiment les détails du dossier, mais donc il avait une atteinte pulmonaire claire, avec une atteinte des artérioles alvéolaires, absence de granulome, absence de nécrose, une atteinte cérébrale, donc un syndrome cérébelleux, syndrome pyramidal et médulaire, très bonne réponse aux corticoïdes, un rash urticariant prurigineux, une pancytopénie d'origine X, on avait pensé une origine médicamenteuse et une fatigue chronique. Et donc, il y avait toute une série de diagnostics qui avaient été évoqués, une granulomatose sarcoïdosique, périarthrite noueuse, mais à chaque fois, il y avait des choses qui ne correspondaient pas, granulomatose lymphomatoïde, GLILD. Et puis, ils ont pensé à un déficit en CTLA4 et ils se sont dit, tiens, on va faire un Mendelium pour séquencer ce gène en priorité. Donc, ils ont prescrit un Mendelium en trio. Et en fait, on a trouvé deux mutations à l'état hétérozygote composé. Donc, ça veut dire sur les deux copies, les deux allèles différents du gène. Dans le gène RAP27A, donc responsable du syndrome de Griscelli. Ce sont deux mutations qui ont été décrites dans la littérature, donc des variants de classe 5, le diagnostic était clair. On avait déjà d'emblée la mère et le père. Et dans ce cas-là, c'était utile parce que ça a permis de directement pouvoir confirmer. Parce que si on trouve deux mutations dans une analyse, on ne sait jamais dire si elles sont les deux sur la même copie du gène ou si elles sont les deux mutations sur les deux copies du gène. Et pour que le diagnostic soit fait, il faut que ce soit les deux copies qui soient.
Et donc, on doit vérifier chez les parents que chacun est bien porteur d'une des deux mutations, ce qui était le cas ici. Et donc, le syndrome de Griscelli, c'est une maladie principalement cutanée, caractérisée par un éclat gris argenté des cheveux, une hypopigmentation de la peau, qui peut être associé à un déficit neurologique, déficit immunologique ou être isolé. Ici, le patient, il n'avait pas cette couleur argentée des cheveux, il avait les cheveux assez clairs, blonds, mais il n'y avait pas cette présentation qui aurait permis de suspecter. Donc, comme dans tous les syndromes, il y a toujours un spectre variable, large, et donc on n'a pas toujours la présentation phénotypique typique, donc d'où l'intérêt de ce genre de test aussi. Et donc, c'est un gène qui code pour un effecteur du transport vésiculaire intracellulaire et qui est responsable du déclenchement, dont la protéine est responsable du déclenchement du syndrome hémophagocytique et donc participe aussi au transport des mélanosomes dans les mélanocytes. Et donc, ce syndrome est caractérisé par une activation aiguë incontrôlée des lymphocytes T et des macrophages avec des infiltrations lymphohistiocytaires et hémophagocytose en multiples organes, ce que le patient avait. Donc, lui, il y avait plus le spectre immuno, on va dire, de la pathologie. Et classiquement, on voit des infections pyogènes fréquentes, un déficit en immunité humorale, mais ce que notre patient n'avait pas. Et donc, ça a permis quand même de poser ce diagnostic et de pouvoir faire une greffe de moelle osseuse au patient. Donc, et lui, il était adulte. Adulte, oui. Donc, c'est vraiment une présentation un peu atypique, adulte, avec seulement certains aspects de la pathologie, mais avec des variants pathogènes clairs et nets. Donc, voilà, on était sûr de nos diagnostics. Mais de nouveau, la variation en expressivité, probablement que c'est d'autres choses, d'autres facteurs génétiques qui jouent autour et qui modifient ça. Et donc, ça, c'était un bel exemple d'un diagnostic qu'on avait fait, en fait, initialement d'un variant de classe 3, qu'on a réussi à reclasser en variant de classe 4, donc pathogène, pour montrer un petit peu la démarche. Donc, en fait, initialement, c'est cette patiente-là qui arrive parce qu'elle est enceinte et elle se dit, mais mince, moi, j'ai 2 oncles dans la famille qui vraiment ont un retard mental et pathologie neurodéveloppementale sévère et je suis déjà enceinte, j'ai un peu peur. Et donc, on a repris les dossiers de ces 2 oncles. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, il était âgé de 45 ans, mais il avait déjà été référé en 97 en consultation génétique. Et ça, c'est ce qui était décrit. Donc, un retard de développement, une épilepsie, un dysmorphisme facial avec un faciès étroit, un nez large, une columelle épaisse, des longs doigts un peu type marfanoïde, un pescavus, une amyotrophie généralisée à 31 ans et un frère aussi atteint de manière encore plus sévère, avec aussi un retard de développement, pas de langage, aussi une dysmorphie faciale, mais un petit peu différente. Le frère, on l'a jamais vu. Une épilepsie, une scoliose et aussi des éléments en faveur de myopathie, une importante amyotrophie, une ptose, des mouvements dystoniques. Et ce frère est décédé à l'âge de 35 ans. Et donc, on a dit à la patiente, essayez de faire prélever votre oncle, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir tester chez elle comme ça tout et n'importe quoi sans savoir ce qu'on cherche. Il faut d'abord faire le diagnostic chez la personne atteinte pour pouvoir lui faire le conseil génétique. Donc, on a réussi à rattraper cet oncle qui était en institution, à le prélever. Donc, à l'époque, voilà, il y avait une IRM cérébrale qui était normale pour les deux, une biopsie musculaire en faveur peut-être d'une myopathie d'origine mitochondriale et les tests génétiques qu'on avait à l'époque, le karyotype et la fiche multitélomérique, ça c'est une technique un peu plus précise que le karyotype pour voir des échanges de bras de chromosomes ou des délétions, duplications. Et puis nous, on a complété ça avec une CGH arrêt qui était normale et un Mendelium en duo avec sa maman, puisque je pense que son papa n'était pas accessible. Et on a trouvé un variant très intéressant, hémizygote, donc ça veut dire présent sur le chromosome X. On dit hémi puisque les hommes ont un X, un Y, dans le gène SLC6A8, avec la maman qui était porteuse hétérozygote de ce même variant, mais un variant qui n'est pas du tout décrit, qui est missense, donc qui change un acide aminé par un autre,
et donc qui reste un variant de classe 3. Et donc, on ne va pas pouvoir utiliser cette information à ce stade pour sa nièce enceinte parce que voilà, on ne va pas pouvoir se permettre de faire des interruptions de grossesse ou quoi sur base d'un variant qui n'est pas clairement pathogène. Et donc, cette pathologie, donc les mutations dans le gène sont responsables d'un déficit en transporteur de la créatine, donc une pathologie X-linked récessive. Donc voilà, ça vous le savez, la créatine joue un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique. Et donc, ce transporteur est responsable de l'uptake de créatine dans les cellules. Donc, on décrit cette pathologie depuis 2001. Voilà. Et puis, entre-temps, il y a toute une série de familles qui ont été rapportées. Et finalement, c'est une cause pas si rare de déficit intellectuel lié à l'X, donc à peu près 2% des hommes qui ont un déficit intellectuel lié à l'X, et caractérisé par un retard très sévère de langage, des problèmes de comportement, de l'épilepsie et parfois des pathologies, des problèmes gastro-intestinaux. Et la déficience intellectuelle est progressive avec la plupart des adultes qui ont vraiment une déficience intellectuelle sévère. C'est des patients qui ont un peu ce profil marfanoïde, comme notre patient aussi. Donc, on se disait que ça pouvait vraiment très, très, très bien coller. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour essayer de reclasser ce variant, apporter des éléments en faveur de pathogénicité? On a regardé les bases de données contrôle. C'est un variant qui est effectivement tout à fait absent de GNOMAD et des bases de données contrôle. La ségrégation familiale, elle colle, ça correspond à une hérédité liée à l'X, puisqu'on a 2 garçons, 2 hommes atteints avec une maman qui est porteuse, mais qui n'est pas symptomatique. Les outils de prédiction le prédisent comme délétère, enfin en tout cas la plupart, 15 des 18 outils de prédiction in silico. On regarde toujours, est-ce que ce variant est dans un hotspot mutationnel? Donc, il y a parfois pour certaines maladies liées, certains gènes dont les mutations sont vraiment regroupées à certains endroits du gène. C'est ça qu'on appelle un hotspot. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, quand on regarde ce qui est décrit dans la littérature, c'est vraiment distribué le long du gène. Donc, ça ne nous aidait pas tellement. Et puis, on regarde l'acide aminé qui est concerné. Et donc, effectivement, la leucine qui ici est échangée en un autre d'acide aminé, je ne me souviens plus, est très, très conservée dans l'évolution. Donc, si on regarde toutes les espèces, c'est toujours une leucine à cette position-là. Et ça nous indique quand même que potentiellement, c'est un acide aminé qui est important pour la structure ou la fonction de la protéine, puisqu'il est toujours là parmi les espèces. Et puis, on revient au patient, on regarde s'il y a une corrélation phénotypique. Bon, cliniquement, c'était clair que la corrélation était bonne. Et puis, on a vu qu'il y avait moyen de faire certains tests fonctionnels pour apporter d'autres éléments, notamment le ratio créatinine urinaire qui était élevé chez le patient comme attendu. Et alors, l'IRM par spectroscopie qui montrait en effet une réduction sévère du pic de créatine dans les noyaux de la base, noyaux dentelés et protubérances. Bon, j'avoue que j'ai mis l'image, mais je ne sais pas du tout comment on interprète ce genre de choses. Et alors, on a même pu aller vraiment au test fonctionnel sur fibroblastes. On a pu mesurer avec l'aide d'un laboratoire expert l'uptake de créatinine dans les fibroblastes en culture du patient. Et en effet, cette uptake était grandement diminuée. Donc là, on se dit, OK, c'est le bon diagnostic. Je vais conclure. C'est la dernière slide. Voilà, du coup, on a pu vraiment reclasser ce variant, confirmer le déficit de transporteur de la créatinine chez le patient, reclasser le variant en variant de classe 4, probablement pathogène. Et donc, quand on a un variant de classe 4 ou classe 5, on peut tester les apparentés, puisqu'on sait ce qu'on fait. Et heureusement, on a pu tester sa maman qui n'était pas porteuse, et donc forcément, elle non plus. On a pu rassurer. Entre-temps, elle a eu un petit garçon qui va très bien. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle. Alors, on va arrêter le partage et on va voir s'il y a la place pour une autre question. Et on se met comme ceci. Et voilà souris. On va activer la vidéo, activer le son. Et moi, je coupe le son chez moi.
C'est le variant. C'est le variant prépondérant, en fait. Si on regarde, c'est l'allèle qui prédomine dans la population générale. Donc, si à cette position, c'est un G, une guanine chez 90% des personnes de la population générale, ben, ça va être ça, la séquence de référence. Donc, c'est vraiment l'allèle qui prédomine, la base qui prédomine dans la population générale. L'autre question, c'est si je comprends bien, par exemple, pour qu'un enfant, le phénotype et le génotype soient assez semblable, quand on a des adultes, par exemple, pour l'inflammatoire, quelle est la part de déviation due à l'épigénétique? De variation phénotypique due à l'épigénétique. Le type c'est devenu de plus en plus génétique. Oui, alors ça, j'avoue que je ne pourrais pas donner une réponse précise, mais c'est clair que l'épigénétique, donc tout ce qui est régulation de l'expression des gènes, ben, ça joue grandement. Je ne pense pas qu'on ait déjà pu vraiment quantifier. Voilà, il y a des anomalies de méthylation qui sont responsables de maladies, clairement identifiées, mais des problèmes de méthylation impliqués dans des comme facteurs modificateurs de pathologie, ça, je ne crois pas qu'on a vraiment une idée précise sur le sujet. À mon avis, oui, ça peut jouer. Et puis, il y a tout plein d'autres éléments régulateurs, les micro-RNA. Voilà, on étudie de plus en plus ça. Clairement, ça joue. Mais en quelle quantité, ça, je ne saurais pas vous répondre avec précision. Et si je peux encore abuser, est-ce que vous utilisez des analyses non supervisées, des statistiques en R ou des choses comme ça? Pardon, des statistiques? En R, donc des systèmes qui sont des attracteurs. Parce que vous avez 5 000 gènes dans le mendélium. Est-ce que vous utilisez pour faire l'analyse des 5 000 gènes un système d'analyse non supervisée, juste statistique pour voir s'il y a une déviation par rapport à une normalité? On utilise... Je ne pense pas que ce soit vraiment ce système-là. C'est le logiciel Highlander qui permet de filtrer. Mais ça permet aussi de comparer par rapport à la population générale. Donc, en quelque sorte, ça fait une étude. Mais c'est patient par patient. En fait, on ne fait pas des analyses en batch de patients pour avoir... non, ça, on ne fait pas en routine. Après, il y a des outils qui permettent de faire ça. À l'IB Square, donc l'Institut de bioinformatique VUB-ULB, ils développent Orval. C'est un outil qui permet d'identifier des facteurs oligogéniques et de faire effectivement des études statistiques, de voir si j'ai des patients qui ont le même phénotype, est-ce qu'on retrouve plus de variants rares dans tel gène par rapport à la population générale. Ça, c'est d'autres outils qu'on peut après utiliser sur les données du mendélium, mais qu'on ne fait pas d'emblée dans le cadre de l'analyse. OK. Bien. Eh bien, merci encore et à la semaine prochaine.